Bienvenue sur Le Point de Bascule, le podcast pour envisager le conflit autrement. On parle souvent du conflit comme un échec du dialogue, un échec du politique, un échec du lien. Et si le conflit était au contraire une opportunité, un espace d'apprentissage, une éducation, une responsabilité? Aujourd'hui, on reçoit Johanna Awari-Bourgeli pour comprendre comment la médiation, au-delà d'un simple processus, peut devenir un projet de société. Johanna est avocate pénaliste de formation et formée en criminologie à Assas. Elle découvre la médiation à la fin des années 90 et c'est un basculement. Merci beaucoup de me recevoir, c'est vraiment un plaisir. Pour me présenter, moi j'aime bien raconter une petite histoire. J'étais avocate pénaliste et je pratiquais à la cour d'appel à Paris. Et un jour, j'avais une jeune femme de 21 ans qui avait agressé une autre jeune femme. Et le procureur de la République m'a dit ce dossier va aller en médiation pénale. Alors moi je ne connaissais pas du tout la médiation et j'aime bien toujours dire que j'ai eu un véritable coup de foudre. Mais pas pour le procureur, mais vraiment pour le processus de médiation. Parce que j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça a permis bien sûr à la victime d'être entendue devant la personne qui l'avait agressée, donc ma cliente. Et donc pour entamer un chemin de réparation, c'est vraiment très important. Et en même temps, ça a permis à ma cliente d'être vue pas simplement à travers son passage à l'acte, mais elle en tant qu'humain. Et donc c'est ça qui m'a poussée et qui m'a en fait guidée vers la médiation, que j'ai trouvé vraiment au-delà d'un processus, quelque chose de très humain qui va permettre justement de recréer ou de créer du lien entre les personnes. Et du coup, voilà, je me suis engagée dans une formation à l'IFOMEN. C'était la première année donc la première année en fait où la formation à la médiation a été mise en place à l'IFOMEN, donc à l'Institut catholique de Paris. Et puis ensuite, quand je suis rentrée au Liban en 2001, je suis rentrée vraiment avec une mission. C'est-à-dire que je pouvais peut-être ne plus pratiquer en tant qu'avocate, mais pour moi, la médiation, c'était devenu vraiment une règle d'hygiène relationnelle. Donc pour moi, il était important de revenir dans mon pays d'origine et de voir comment je pouvais être utile. Et je sentais que le Liban, c'était vraiment un terrain fertile pour la médiation, pour pouvoir en fait réaliser des choses et développer et surtout implanter une culture et une éducation à la paix et à la non-violence. Oui, c'est ça, mais parce que tu es franco-libanaise, je ne sais pas si on l'a dit, et pour y avoir vécu, je sais que le Liban, ça se quitte jamais vraiment, mais toi, tu as carrément choisi d'y retourner et de développer là-bas la médiation. Et, est-ce que tu peux nous expliquer cette démarche et qu'est-ce que ça représentait pour toi personnellement? Alors, comme je te disais, j'avais en moi comme une forme de mission peut-être de paix ou une mission réparation, je ne sais pas. Et je sentais que c'était vraiment à travers la médiation qu'on pouvait justement véhiculer ce message de paix, ce dialogue des cultures, un esprit en fait de vivre ensemble, ou plus que vivre ensemble, c'est vraiment être ensemble, chacun dans sa différence et dans le respect justement des droits bien sûr humains. C'est ça ce qui m'intéressait surtout. Et donc en premier, comme tu as dit, j'ai d'abord fondé une association qui s'appelle Médiateurs sans frontières au Liban. Et ensuite, je suis rentrée à l'Université Saint-Joseph et c'est là en fait où j'ai eu l'opportunité et surtout j'ai eu la confiance en fait de l'USJ qui m'a permis en fait de réaliser donc un de mes rêves qui était de fonder ce centre professionnel de médiation en 2006 et c'était vraiment au lendemain en fait de la guerre de juillet 2006 avec vraiment pour leitmotiv c'était de créer ou de recréer des ponts entre les humains. Et d'ailleurs, du coup, on fête les 20 ans du centre aujourd'hui. Exactement. Le centre a 20 ans. Ouais, c'est ça. Ça fait 20 ans. C'est pas mal. C'est vrai. Bravo. Et justement, tu dis que le Liban, c'est un pays voilà, où les choses sont peu structurées et ça laisse justement pas mal de place à la créativité et justement à installer des nouvelles tendances, à installer des initiatives qui sont porteuses pour le pays. Quelle liberté ça t'a donné, par exemple, par rapport à la France? La liberté, c'est que je pense que comme c'était pas très rigide en fait, il y avait une possibilité de pouvoir proposer des idées, proposer des projets et pouvoir les réaliser. C'est pour ça que le centre est vraiment pionnier, en tout cas en tant que centre de médiation et surtout dans sa dimension ternaire. C'est ça ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas voulu faire, vu que j'étais aussi française, faire ce qui existe déjà ici pour m'imprégner de la culture en fait au Liban et monter un centre qui corresponde, si tu veux, à notre environnement culturel. Et donc le centre, quand je dis il a une dimension ternaire, c'est que c'est un centre aussi bien de formation, un centre de médiation qu'un incubateur de projets. Quand je dis que tout est possible, c'est que quelque part, ce n'était pas rigide. Donc, on pouvait en tout cas proposer des choses, les développer, et ça a marché. Mais il fallait y aller progressivement, tu vois. C'est ça ce qui est intéressant. Oui, je vois très bien.
C'est génial. Et qu'est-ce que tu dirais que tu as croisé comme difficulté dans l'élaboration du centre ou même du développement de la médiation, une difficulté ou même un constat d'échec? Alors, je pense déjà au départ, ce qui est difficile, déjà en tant que femme, voilà, dans une société un peu patriarcale, c'est pas toujours évident. Voilà, puis j'étais considérée un peu comme la petite Française qui va et qui veut monter quelque chose. Deux, c'était de faire croire en la médiation comme processus et les bienfaits, en fait, on va dire, de la médiation. Parce que beaucoup de personnes disent, ben voilà, nous, on n'a pas de conflit, et ça peut être très interculturel. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont dire, pourquoi développer la médiation? Ben, nous, on n'a pas de tension, on n'a pas de conflit, pourquoi implanter ça, voilà, dans un établissement scolaire, dans des universités, pourquoi? Tout va bien. Donc, il y a un peu le côté des conflits un peu qui sont non dits, en fait. D'accord? Donc, c'était vraiment d'y aller progressivement, de s'adapter. Les obstacles rencontrés, c'était vraiment plutôt sur l'idée que quand on ne connaît pas, on appréhende. Donc c'est comment apprivoiser, comment initier, comment laisser les personnes être acteurs en fait, même dans les projets. C'était vraiment un côté inclusif et y aller progressivement. Ça aussi j'insiste. C'est pas se dire voilà j'ai un gros projet, je vais faire un gros truc tout de suite. Non, c'était vraiment mettre pierre après pierre. C'est ça qui est construire doucement. Oui, et intelligence situationnelle pour vraiment te mettre au niveau de là où tu agis. Oui, c'est vraiment s'adapter, c'est-à-dire que tous les projets en tout cas qu'on met en place dans le cadre du centre, on s'adapte à la structure, que ce soit dans un établissement scolaire, ça ne va jamais être forcément la même chose dans un établissement avec par rapport à un autre établissement. Les universités, la même chose. Si on travaille avec les municipalités, mais il faut rentrer en fait dans la municipalité, comprendre la culture de la municipalité, c'est important de le faire comme ça, et faire avec les personnes en fonction de la culture de l'institution, pour que ce soit accepté, pour que les personnes puissent adhérer au projet. Et est-ce que tu as essayé ça, enfin, essayer ça, c'est un bien grand mot, mais au niveau politique, tu y as pensé? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être une solution ou... Alors, politique, on a eu un très beau projet qu'on avait mis en place avec l'Organisation internationale de la francophonie. Et dans le cadre de ce projet, on l'avait mis en place en 2009, c'était de prendre des représentants des différents partis politiques au Liban et de former ces représentants. Donc ils ont eu un parcours de formation pendant quelques mois, ils ont été initiés et formés aux techniques de médiation politique, négociation pendant quelques mois. Et l'objectif était que ces représentants puissent par la suite développer au sein de leur parti l'esprit de la médiation pour qu'on puisse avoir recours à la médiation quand il y a des tensions ou des conflits politiques. Les difficultés rencontrées, comme je le dis toujours, c'est qu'au niveau politique, il y a des choses qui nous dépassent parfois parce qu'il y a peut-être d'autres intérêts derrière et il faut avoir vraiment une envie d'aller, de rencontrer l'autre et de dialoguer également avec l'autre. Ça, c'est important. Au centre, comme je disais, on a plusieurs projets parce qu'on est un centre de formation, médiation, un incubateur de projets. Donc, on a des projets, bien sûr, de formation pour les forces de sécurité intérieure, pour l'armée également, pour les membres de la Sûreté Générale. Ça, on le fait avec DICAF. On a aussi un très grand projet que nous avons mis en place avec ONU Femmes, soutenu par des ambassades, comme par exemple l'ambassade de Finlande, où là, en fait, on va promouvoir donc, la formation donc, à la médiation donc, des femmes dans les différentes régions du Liban. Et des 240 femmes que nous avons formées, il y a déjà 140 femmes qui sont devenues des médiateurs communautaires qui peuvent agir au sein de leur famille, au sein de leur communauté, également dans leur région. Et nous avons en fait créé un réseau de femmes médiateurs communautaires. Et puis on a un grand projet au centre, moi j'aime bien dire c'est le bébé en fait du centre, c'est le projet de médiation scolaire. Donc ce projet a été mis en place en 2009 et là encore une fois au départ c'était vraiment comment convaincre, comment faire croire en fait que, comment on va dire initier et puis que les établissements scolaires adhèrent. Donc on a eu déjà une première école qui a cru en ce projet en 2009 et on l'a implanté donc en 2009 et aujourd'hui on peut dire qu'on a eu des actions de formation et de sensibilisation dans plus de 40 établissements scolaires publics et privés au Liban. Waouh! Mais justement, avant d'aller de rentrer dans le détail sur ce pan éducation, et effectivement, ça transpire dans tout ton parcours, c'est ce côté de transmission. Pourquoi, justement, tu es convaincue que c'est en allant via l'éducation, dès le berceau, ou presque, parce que je crois que ça commence à 8 ans, les éduquer à la médiation, pourquoi est-ce que c'est ce en quoi tu crois? Pourquoi est-ce que c'est ce que tu crois le plus efficace pour la société? Comme dit Victor Hugo, les jeunes, c'est l'avenir. Voilà. Donc si on veut changer les choses dans la société, il faut former d'une autre manière, il faut développer l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que moi j'aime bien dire que la médiation, oui, c'est un mode de résolution des conflits, mais ça fait partie également de l'intelligence émotionnelle. C'est vraiment développer notre quotient émotionnel.
quand on forme les jeunes à différentes techniques, et notamment à tout ce qui est communication non violente et la médiation, on leur permet en fait d'aller aussi vers une autre voie. Et j'aime bien dire, ce qui est intéressant, c'est toujours de conscientiser. C'est-à-dire que si on veut promouvoir le libre arbitre, il faut, pour pouvoir choisir, il faut pouvoir être éveillé, il faut pouvoir être outillé. Si, quand on est jeune, on grandit dans un climat ou un environnement qui est violent, qui est toxique, le premier langage qu'on va apprendre, c'est à répondre de la même manière que nos parents nous ont éduqués, ou bien que nos professeurs nous ont éduqués, ou bien notre entourage. Par contre, si on leur dit, c'est vrai qu'il y a peut-être cette façon de faire, qui peut-être est dans la réaction, dans la violence ou dans l'agressivité, mais également il y a une autre voie. Et cette autre voie, vous allez être libre de la choisir si vous apprenez. Donc c'est pour ça qu'on développe ça. Et on peut mettre en place donc la médiation dès le plus jeune âge, parce qu'en fait, c'est vraiment développer déjà l'empathie. Et l'empathie est vraiment très importante, parce que c'est ça qui va éviter justement le passage à l'acte. C'est-à-dire, si je prends conscience que mon acte va faire du mal à la personne qui est en face de moi, je vais réfléchir à 2 fois avant de passer à l'acte. Et donc, on peut promouvoir et développer ça déjà à la maison. Ça, c'est important dans notre manière d'éduquer ou d'agir ou de réagir avec nos enfants. Et puis à l'école avec les plus jeunes, en fait. Et donc, le projet, parce que tu me posais la question, on l'a mis en place. Alors, nous, on l'a commencé à 8 ans. C'est vrai, les élèves de 8 ans. Et ça va jusqu'à 18 ans. Et le projet, on le met en place d'une manière qui est assez progressive. C'est-à-dire que dans un premier temps, donc imaginons une école choisit peut-être la section, les 5e peut-être. Donc en fait, c'est toutes les classes de 5e qui vont avoir 10 ateliers de gestion des conflits, de communication aussi positive, donc les 10 sections. Et par la suite, on va sélectionner des élèves qui souhaitent devenir des élèves médiateurs. Donc par exemple, imaginons tu as 250 élèves. Les 250 élèves ensuite vont faire un petit test et ils vont dire s'ils ont envie ou pas envie de devenir élève médiateur. Et puis on fait des entretiens, parce que c'est important également, l'élève qui va être sélectionné, il faut voir si c'est vraiment adapté également pour lui, parce que notre intérêt, c'est toujours de protéger également l'enfant. Et donc les élèves qui choisissent de devenir élève médiateur suivent un deuxième parcours qui est une formation vraiment d'élève médiateur. À l'issue de la formation, ils ont un diplôme comme les adultes d'élèves médiateurs, et ils ont la capacité de pratiquer la médiation pour les élèves du même âge ou les élèves plus jeunes. Donc ils sont dans la cour de récréation, parfois ils ont des brassards, parfois ils ont des petites casquettes ou bien des badges, et ils ont une petite salle de médiation. Et donc les élèves plus jeunes ou du même âge peuvent aller voir justement ces élèves et leur demander de les aider à résoudre leurs problèmes ou leurs conflits à travers la médiation. C'est génial. Ouais, c'est trop mignon. En plus, ils sont vraiment doués. Ouais. Vraiment doués. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment épatants. Déjà, ils ont cette intelligence émotionnelle, ils ont l'empathie, ils n'ont pas beaucoup de préjugés. Parce que voilà, malheureusement, c'est après, avec l'expérience, qu'on commence à avoir le biais, on a une forme des programmations, on va dire, au niveau de notre cerveau. Donc là, ce sont des éponges, ils apprennent vraiment tout, c'est intéressant. Oui, j'adore, c'est la pureté de l'enfant pour la et médiation. Et puis, parfait. Tu vois, l'objet de ce projet aussi, c'est que les élèves deviennent élèves médiateurs, donc imaginons en 5e, et puis chaque année, on fait des formations continues. Donc ça veut dire qu'ils restent élèves médiateurs en 4e, en 3e, jusqu'en terminale. Et plus tard, quand ils sont à l'université, ils peuvent aussi pratiquer en tant qu'étudiants médiateurs. Et donc on a comme ça des élèves qui étaient médiateurs en 2009, qui sont devenus étudiants médiateurs et qui ensuite ont souhaité faire un diplôme de médiateur professionnel. Une vocation dès le plus jeune âge. Une vocation, exactement. Génial. Et justement, tu disais qu'on les choisit. C'est quoi, par exemple, un critère que tu vas regarder pour savoir si un enfant est apte à devenir médiateur? C'est s'il est particulièrement sensible et comment dire, un peu trop de porosité avec les émotions des autres. Qu'est-ce que tu regardes? Pour qu'il ait envie. Okay. Ça, c'est vraiment très important. Il faut voir aussi au niveau de la fragilité, encore une fois. Ça, c'est essentiel. Mais pour te donner quelques exemples, on ne choisit pas forcément les meilleurs élèves. On ne choisit pas forcément les délégués. Au contraire. Tu vois, une fois, il y avait dans une classe, pour te raconter une petite histoire, avant d'aller les former, parce qu'au départ, moi, je formais aussi pas mal dans les écoles. Bon, après, malheureusement, j'ai eu tellement de travail que j'arrivais plus forcément à pouvoir assurer des formations dans les écoles, et on a formé des formateurs. Okay. Mais la première année où je suis rentrée donc, dans un établissement scolaire pour former, c'était une classe de 5e. Et on m'avait dit, dans cette classe, il y a la bête noire. Donc je lui ai dit, je préfère ne pas avoir des préjugés, je préfère ne pas savoir. On m'a dit, si, dès que tu vas rentrer, tu vas donner ton cours et tu vas virer tout de suite le gamin, tu le renvoies chez moi.
Et donc, j'ai essayé de fermer quand même mes oreilles parce que j'aime bien rentrer et découvrir par moi-même. Et en fait, quand je suis rentrée et j'ai commencé à former, effectivement, il y avait un enfant qui était juste en face de moi et qui a commencé à vouloir faire le malin. Et donc, bon, d'abord, je l'ai un peu canalisé, mais je ne l'ai pas, je l'ai pas tensé devant tout le monde, j'ai juste essayé un peu de le canaliser. Et à la fin de la séance, j'ai été le voir. Et donc, je lui ai dit, voilà, moi, j'entends qu'à travers ton comportement, tu as envie de faire passer un message ou de me dire quelque chose. Il m'a dit, oh, de toute façon, moi, je suis la bête noire, donc de toute façon, vous allez me virer, comme tous les autres profs. Je lui ai dit, est-ce que tu peux m'écrire sur un papier le nom bête noire, le mot bête noire? Donc, il a écrit. Et donc, il a écrit sur son petit papier ici. Et je lui ai dit, où est-ce que tu mets cette étiquette? Et donc, il a pris l'étiquette et il l'a mis devant les yeux. Et donc, je lui ai dit, donc toi, en fait, tu te vois à travers cette étiquette. Il m'a dit oui. Et je lui ai dit, donc les personnes en face de toi te voient à travers cette étiquette. J'ai pris cette étiquette et je l'ai posée à côté de lui. Et je lui ai dit, moi, je vois ton étiquette, mais c'est toi que je vois maintenant. Okay? Parle-moi de toi. Qui tu es? Et qu'est-ce que tu souhaites? Et là, il a commencé à s'exprimer. À parler à chaque fois, j'en parle, ça me met dans l'émotion. Et en fait, c'était un enfant qui se sentait seul parce que, bon, à la maison déjà, il avait un environnement qui était assez agressif, qui était assez violent. Et sa mère, en plus, a dû partir avec son frère dans un pays étranger pour pouvoir soigner son frère. Et donc, il se sentait seul. Et en fait, il a eu comme langage, parce que finalement, le comportement, c'est un langage, les seuls mots qu'il avait, c'était le passage à l'acte agressif avec ses mains. Et donc, quand on a travaillé ensemble, il a vraiment enlevé cette étiquette. Et à chaque fois que je rentrais pour donner une formation en médiation dans cette classe, il faisait taire tout le monde. Mais tout le monde. C'était vraiment, Johanna va parler, donc tout le monde se tait, tout le monde doit l'écouter. Et cet élève, j'ai insisté pour qu'il devienne élève médiateur. Donc bien sûr, dans l'établissement scolaire, on m'a dit non, c'est impossible parce qu'il est agressif, parce qu'il est violent. Mais en fait, moi, c'est ça ce qui m'intéressait. C'était comment donner une chance. Okay? Bien sûr, il y a les bons élèves, il y a les délégués, etc. Tant mieux. Mais aussi comment donner la possibilité et la chance à une personne de s'insérer, de se réinsérer et de se montrer autrement qu'à travers son comportement. Ça me rejoint vraiment pourquoi moi je faisais du pénal. C'était pourquoi il y a des personnes, quand ils sont dans certains environnements, n'ont peut-être pas eu de la chance. Si on va leur permettre de se réinsérer dans la société, de leur remontrer certaines choses et de les regarder différemment, ça veut dire qu'on leur donne une chance. Et donc cet élève est devenu élève médiateur et pour moi c'était vraiment quelque chose de magnifique et surtout aussi d'avoir la confiance de l'établissement scolaire, de croire en nous que même dans la sélection on peut choisir peut-être des élèves qui ne rentrent pas, on va dire, dans le moule, qui sont peut-être différents mais qui peuvent vraiment apporter et jouer un rôle d'exemple. Voilà, parmi leurs camarades. Ça me touche aussi pas mal parce que des bêtes noires, j'en ai croisé. Je me considère moi-même comme une bête noire. Et souvent, derrière la bête noire, tu as un petit renard tout inoffensif qui n'est pas entendu. Et ça me touche. J'ai enseigné au Liban et j'en ai vu des bêtes noires. Ouais. C'est souvent les plus attachants. Ouais. Sans faire le bien inverse non plus. C'est ça. Mais c'est vrai, c'est incroyable. Et merci pour ce partage. Et quand tu formes justement ces élèves médiateurs, est-ce que tu vois quel est le rôle en fait des adultes par rapport à ces élèves une fois qu'ils sont formés? Alors, le rôle des adultes est très important, mais aussi pour te raconter une autre histoire, on avait aussi dans un autre établissement scolaire un élève de 5e qui était harcelé. Et en fait, on a énormément travaillé au sein de l'établissement scolaire, donc avec les personnes qui étaient bien sûr en train d'harceler, et également avec l'élève qui était victime, pour lui redonner confiance aussi en lui et pour lui permettre de redévelopper son estime de soi. Et cet élève, on l'a choisi pour devenir élève médiateur. Et il était encadré. Il était encadré par des médiateurs référents parce que nous, dans l'établissement scolaire, on forme des élèves à la médiation, mais également on forme des formateurs. Et les formateurs, en général, ça va être des profs ou des chargés de vie scolaire ou bien même des profs, on a des profs de maths, des profs de français, etc., qui vont être formés et initiés à la médiation. Et c'est eux ensuite qui vont former les élèves à la gestion des conflits, à la communication non positive. Et ensuite, la partie médiation va être assurée par des formateurs du CPM. Mais le centre professionnel de médiation, donc le CPM, on les suit. Donc on monte le projet, on les forme, on les suit sur le terrain et on les accompagne. On guide les profs, les formateurs et les élèves également. Et on initie
également dans certains établissements scolaires les parents. Ça, c'est très important. Parce que tu vois, tu as parfois des élèves qui vont dire, ok, nous, on a appris à parler de nos émotions, à parler de nos besoins, on a appris à communiquer d'une manière non violente. Or, quand je rentre à la médiation, quand je rentre chez moi, j'ai mon père, j'ai ma mère qui sont qui sont très toxiques, ou bien j'ai le prof à l'école qui me punit, mais d'une manière très agressive. Donc, à quoi ça sert? Oui. Et donc c'est pour ça il faut vraiment former tout le monde, initier tout le monde, éveiller. Ça c'est intéressant, c'est important. Trop bien. Et justement quand tu parles des parents, comment ils réagissent? Est-ce que tu as eu des réactions positives ou même des négatives parfois? Est-ce que c'est quelque chose qui les intéresse ou est-ce qu'ils font un rejet? Enfin, qu'est-ce que tu as vu par rapport aux parents? Écoute, il y a de tout toujours. Tu vois, tu as des parents qui vont dire de toute façon ça sert à rien. Tu as des parents qui sont peut-être dans une autre culture, on va dire, de voilà, moi j'ai pas été éduquée comme ça, donc pourquoi je vais éduquer mon enfant comme ça? Moi je crois aux punitions, etc. Et puis tu as des parents qui vont être également ouverts. Voilà, à cette nouvelle manière peut-être de penser ou de faire. L'important c'est de ne pas forcer. Plus tu vas forcer, plus tu vas créer de la résistance. Ensuite, même quand on forme ou quand on initie, il ne faut pas se dire que nous on va changer, on ne change personne. C'est juste donner un espace pour les personnes d'apprendre de nouvelles choses et seule la personne elle-même peut évoluer si elle a envie d'évoluer. Tu vois, donc il ne faut pas se dire, voilà, on va former 250 élèves et les 250 vont devenir des artisans de paix. Non, peut-être on aura 10, 20, 30, mais c'est déjà ça. Ouais. Et c'est ça ce qui est important, parce que ces élèves vont devenir voilà, des futurs citoyens et peut-être parfois des futurs leaders. Tu vois, quand je reprenais le projet politique, on a peut-être, on ne va pas dire abandonné, mais peut-être on a mis un peu de côté l'idée, en fait, on va dire, de former peut-être des représentants des partis politiques. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que dans les universités, on forme les étudiants. Donc ça va être les jeunes leaders, ça va être les futurs leaders. Et donc, c'est pour ça que je dis, quand ils sont jeunes à l'école et quand ils sont à l'université, quand on leur apprend que quand on lead, ben c'est vraiment être aussi dans l'humain. C'est entendre son ego, mais ne pas être simplement sur un rapport de force ou un rapport de position. C'est comprendre les croyances, les besoins des partis. C'est ça être un leader, c'est travailler avec, c'est encourager. C'est pas d'être dans une attitude où on écrase l'autre, on est dans un rapport dominant-dominé. Oui, posture descendante et tout. Ouais. Non, mais tu formes les futurs politiques, en fait. Oui, mais moi, c'est comme ça, j'ai remis l'énergie vraiment là. Parce que c'est les jeunes, en fait, leaders. C'est les futurs leaders. Et est-ce que tu as des résultats visibles que tu peux déjà nous partager? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont fait plaisir a posteriori? C'est des choses que tu as pu constater? Déjà, les jeunes, quand ils nous disent, par exemple, ben voilà, non, moi j'utilise ça à la maison, j'utilise ça avec mes camarades, etc. Quand je vois à l'université des jeunes qui nous font un retour d'expérience, qui nous disent combien ça les a aidés même à insérer la vie professionnelle et dans leur vie professionnelle, comment aussi ils sont en train d'agir ou de réagir d'une autre manière. Et ça m'intéressait. L'année dernière, j'étais dans un magasin à Paris et voilà, un magasin que j'aime beaucoup, enfin bref, je rentre dans ce magasin et là il y avait un jeune étudiant, un vendeur, et donc qui me parlait, etc. etc. Et il me dit, mais moi je vous reconnais parce que vous m'avez formé à la médiation, parce que en fait il était franco-libanais, et il m'a dit, moi je vous reconnais parce que vous m'avez formé à la médiation quand j'étais au Liban. Wow. Et le manager arrive, et il me dit, vous le connaissez? Parce que je connaissais moi le manager. Et je lui dis, oui, je le connais. Il me dit, et donc le jeune étudiant qui faisait ses études de droit également ici, il commence à dire, oui, je connais madame, etc. Moi, j'ai fait mes études, j'ai fait de la médiation au Liban. Et donc le manager me regarde et dit, mais alors c'est peut-être pour ça, alors c'est notre meilleur vendeur. Ah. Il a une manière de parler, il est très empathique avec les clients quand ils viennent, il sait les écouter, il n'est pas du tout dans le conflit, il sait résoudre les conflits, il sait résoudre les tensions. Et donc cet étudiant qui faisait des études de droit, en fait, à côté de ça, il était en train de travailler, il m'a dit, moi j'utilise la médiation tout le temps. Donc je l'utilise dans ma vie professionnelle, dans ma vie sociale, je l'utilise avec mes amis, je l'utilise tout le temps, au sein de ma famille, je l'utilise tout le temps, les outils que vous m'avez appris. Ah bah ça, je vais aller dans ton sens. L'humain au service de l'efficacité, c'est pas une blague. C'est ça. C'est vraiment, tu sais, Voltaire, il dit, donc pour être heureux, pour être en bonne santé, il faut être heureux. Ouais. Et donc ça fait partie également de ça. C'est développer des règles d'hygiène relationnelle, en fait. Non, mais c'est clair. Ouais. Merci, c'est impressionnant et c'est hyper réjouissant. J'aimerais que ce soit autant le cas en France. Enfin, peut-être que c'est déjà le cas, mais je ne le sais pas. Oui, il y a bien sûr. Il y a des institutions, il y a des associations qui développent la médiation au sein des établissements scolaires. Ouais. Bien sûr. Il faut développer peut-être encore plus, ça, c'est important. Ça. Ouais.
Merci. Maintenant, est-ce qu'on peut se parler des médiations qui t'ont particulièrement marqué? Alors, pas forcément avec des élèves, mais plutôt cette fois-ci des cas un peu plus, je ne sais pas, dans un business ou interculturel, ce que tu veux, mais une médiation qui t'a vraiment marqué et pourquoi? Déjà, comme je te disais, pour moi, toutes les médiations me touchent et toutes les médiations me marquent parce que, en tant que médiateur, tu le sais parce que tu es aussi médiateur, quand on fait la médiation, bah, déjà on a notre champ d'horizon vraiment qui va s'agrandir parce qu'on est à la rencontre d'humains qui ont peut-être d'autres manières de voir les choses, d'autres manières de gérer, d'autres croyances, d'autres cultures. Et donc c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois on apprend. On apprend sur l'humain, on apprend sur les autres, on apprend d'un point de vue culturel et on apprend sur nous-mêmes. Parce qu'on se dit, ah mais c'est vrai que moi je voyais les choses peut-être de telle manière, en fait il y a d'autres manières de voir les choses. Et donc pour moi chaque médiation, ça nous permet d'évoluer, de grandir et de nous transformer. Donc les médiations qui me marquent le plus, moi je suis très dans ce qui m'intéresse le plus bien sûr, c'est les médiations interpersonnelles. Et quand on peut aider et accompagner les parties à avoir vraiment ce déclic en fait, et comme on dit le point de bascule, mais surtout le déclic transformateur. Ce qui m'intéresse c'est de rendre la capacité aux parties de pouvoir évoluer, se transformer et qu'elles ne soient pas toujours dépendantes d'un tiers ou d'un médiateur. Et donc par exemple j'avais une médiation, c'était un couple que j'accompagnais. Et donc ça faisait déjà quelques mois, quelques années même qu'ils étaient devant les tribunaux parce qu'ils devaient divorcer. Et ce couple n'arrivait pas du tout à s'entendre et c'est les avocats en fait qui ont renvoyé le dossier vers la médiation. Et donc quand on a commencé la médiation, ce couple ne se parlait pas, ne communiquait donc pas du tout, il y avait beaucoup d'agressivité. Et donc quand on a fait la médiation, ça a duré 2 mois. Il y a vraiment quelque chose qui s'est produit. Ils ont réussi à renouer une véritable communication. Et madame a tellement aimé le processus de médiation qu'elle a demandé ensuite à s'engager au centre chez nous. Elle a fait une formation, elle est devenue médiateur, elle est devenue ensuite formatrice également avec nous au centre de médiation. Et elle est très active et elle pratique. Et en fait, c'est toujours ça aussi que je trouve intéressant. C'est-à-dire comment en fait les parties, quand elles viennent, elles font la médiation. Donc ça va les aider parfois à comprendre des choses, à communiquer d'une autre manière, à résoudre le conflit, mais également ça leur ouvre peut-être une nouvelle voie, d'autres vocations et elles s'engagent avec nous pour devenir des médiateurs. Ouais. Donc ça c'est un dossier qui m'avait particulièrement marqué. Et le sujet des femmes d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est un sujet qui te touche particulièrement. J'ai cru comprendre que vous développiez des axes justement autour de la femme médiatrice. Oui. Ouais. Tu étais venue faire une mise en scène, comment on appelle ça, un théâtre forum, ça c'était sur la médiation scolaire. Ouais. Ah oui, et c'était des femmes majoritairement qui venaient et qui jouaient. Ouais. Tu as une initiative avec les femmes, non? Oui, parce qu'en fait on a un projet qu'on a mis en place depuis 2018 avec ONU Femmes. Oui, voilà. C'est ça. Et donc en fait c'est en application, tu sais, de la résolution 1325 des Nations Unies, en fait qui dit que les femmes ne sont pas simplement des victimes de conflits. Et donc c'est comment essayer de donner plus de place et intégrer les femmes dans les processus de négociation et des accords de paix. Parce qu'on a vu que quand une femme est impliquée, les accords de paix sont plus stables et plus pérennes. Voilà. Et donc en fait, comme je te disais, pour moi ce qui est important c'est toujours la formation, c'est-à-dire initier, éveiller. Et donc, avec ce projet avec ONU Femmes, c'était un projet qui était soutenu, on l'avait travaillé également avec la FINUL, et soutenu par l'ambassade de Finlande. On a travaillé avec 240 femmes qui provenaient de 10 régions différentes du Liban. Et donc, ces femmes ont été initiées à tout ce qui était technique de facilitation, négociation, communication positive, non violente et médiation. Par la suite, il y a 140 qui sont devenus des médiateurs communautaires et ces médiateurs communautaires sont actifs donc au sein de leur communauté, au sein de leur région. Et donc quand il y a la crise, quand il y a les conflits ou ce que nous vivons actuellement aujourd'hui, ces femmes sont là également pour essayer d'apaiser les tensions au sein de leur communauté, au sein de leur famille. Et donc elles ont créé un réseau qui est le réseau vraiment des femmes médiateurs communautaires. Donc, et c'est vrai que c'est un réseau de femmes, mais c'est soutenu également par les hommes. Oui. Tu vois. Donc c'est ça l'approche également. C'est pas de se dire il y a les femmes d'un côté et les hommes de notre côté. C'est ensemble que nous pouvons faire quelque chose et nous sommes complémentaires. Voilà. Donc et les femmes, elles ont un rôle à jouer très important dans l'éducation également de leurs enfants. Donc aussi pour ce projet, ça a permis aux femmes d'avoir une certaine légitimité dans leur manière d'agir, dans les actions. Et parfois, il y avait des femmes qui avaient besoin justement de renforcer leur confiance en elles-mêmes et leur estime d'elles-mêmes et d'avoir justement cette étiquette, on va dire, de médiateur communautaire pour pouvoir agir efficacement.
Ce que j'adore quand je t'écoute, c'est que c'est un vrai projet de société au Liban, quoi. Et ce qui est bien au Liban, c'est que c'est un véritable observatoire. Alors, le pays est petit et en fait, tout le monde se connaît. Quand tu vas au Liban, tu connais tout le monde. Du coup, tu peux déjà voir toutes ces avancées. C'est ça que je trouve génial, qu'on a peut-être moins en France, où tu vois les choses prennent peut-être un peu plus de temps. Mais sans vouloir faire de parallèle avec l'actualité, ce message de paix, est-ce qu'il n'est pas aussi véhiculable auprès des armées Si, bien sûr. Et comme je disais, nous, le centre, comme je te disais, comme on est un incubateur de projets, mais en fait, c'est vrai qu'à la base, la mission initiale, c'est que moi, je considère que c'est un projet de société qui a vraiment l'objectif, notre mission, c'est de promouvoir, encore une fois, cette éducation à la paix à travers la médiation. Et donc, comme incubateur de projet, c'est vrai, on travaille avec les femmes, mais on travaille également avec les forces de sécurité intérieure, avec l'armée, où également, c'est la même chose, on les forme à ces techniques-là, et on les forme à une forme de, justement, de leadership, et aussi pour pouvoir avoir la confiance des citoyens. C'est-à-dire que c'est ça ce qui est important, parce que tout à la base, c'est une question de confiance et une question de communication. Si on veut œuvrer à promouvoir la paix, à construire une société pacifiée, mais il faut que les forces de l'ordre puissent avoir la confiance des citoyens. Donc si les citoyens vont avoir peur justement des représentants de l'ordre, ça va créer vraiment une certaine distance. Donc dans la manière parfois de communiquer, peut-être parfois ils doivent utiliser la force, mais parfois peut-être leur manière de communiquer, il faut utiliser d'autres façons et d'autres outils. Donc c'est vrai que ça on a mis en place déjà depuis quelques années ce genre de formations qui sont vraiment bien implantées et bien développées. Et pour revenir sur certains chiffres, parce que comme je te disais, le CPM a aujourd'hui 20 ans, mais en 20 ans, on a formé 1000 médiateurs professionnels et on a formé quand même 5000 étudiants qui proviennent d'universités, pas simplement l'Université Saint-Joseph, mais d'autres universités au Liban et dans la région, parce qu'on a un partenariat avec l'AUF. Et on a formé 15 000 élèves au sein des établissements publics et privés. Voilà. Et grâce à notre partenariat avec l'Agence universitaire de la francophonie Moyen-Orient, eh bien, on arrive et on met en place des formations au sein des universités, donc en Égypte, en Jordanie, au Soudan, en Irak, en Syrie et Palestine. Et également, on essaye de créer des réseaux, tu vois, de médiateurs aussi, d'étudiants médiateurs. Voilà. C'est vraiment, pour moi, la médiation ici, ça peut transcender. C'est un langage qui va être un peu universel et chaque personne peut être reliée à travers la médiation, même si les personnes viennent de cultures qui sont différentes, de communautés ou de confessions qui sont différentes. Oui, on accepte bien sûr ça parce qu'on est humain et on vit et on est ensemble. Mais c'est vraiment qu'est-ce qui peut nous relier, quelque chose de plus grand. Et donc la médiation, pour moi, c'est vraiment ce langage qui va être universel, qui va être profondément bienveillant et tellement humain, et qui va pouvoir nous relier les uns aux autres. Je ne peux qu'abonder dans ton sens, je suis passionnée par ce que tu me dis. Mais justement, parlons culture. Qu'est-ce qui fait que dans une médiation interculturelle, justement, tu vas être plus regardante sur certains détails ? Qu'est-ce que tu vas particulièrement observer ou qu'est-ce que tu vas te donner comme ligne de conduite quand tu entres dans une médiation interculturelle? Alors déjà, pour moi, j'aime bien dire que tout est interculturel. Tu vois bien que les 5 doigts de la main sont tous différents. Tu as peut-être un frère ou une sœur, je sais pas, tu as un frère ou une sœur? Oui. Parfois, tu te dis pas, vous avez été éduqués par les mêmes parents, dans le même environnement. Parfois, tu te dis pas, tiens, j'ai l'impression on est différents. Tu vois, parfois on peut être pareil, parfois la bête on noire, se dit, voilà, donc parfois on se dit, tiens, c'est bizarre, on vient de 2 mondes complètement différents. On a tous nos propres référents culturels. Chaque personne peut-être va ressentir une émotion différemment, va l'exprimer différemment. Donc déjà, pour moi, je pars du principe que tout est interculturel et je rentre dans le monde de quelqu'un et je vais essayer de comprendre comment la personne voit les choses, quelle est sa perception. Mais après, c'est vrai que quand on est dans un contexte, on va dire culturel, confessionnel, communautaire, il faut faire attention à certaines choses. Ne serait-ce que savoir si je peux serrer la main ou pas serrer la main, est-ce que je peux regarder dans les yeux ou pas ? Parce que parfois le eye contact peut être, tu vois, perçu comme quelque chose d'agressif ou même quelque chose de mal élevé, donc il faut faire attention. Si on ne connaît pas, pour moi, bien sûr, il faut se renseigner, mais également observer. Tu sais, l'observation et la délicatesse, je pense que c'est ça ce qui est très important. Quand tu rentres dans une pièce, tu observes la personne. Si tu tends la main, elle ne te tend pas la main, tu ne vas pas tendre la main. Si tu regardes dans les yeux, tu sens que la personne est gênée, tu ne vas pas regarder dans les yeux, tu vas regarder vers la personne. Moi, j'aime bien aussi quand je fais des médiations dans des contextes vraiment différents, j'aime bien faire les prémédiations. Je pense que c'est vraiment très important. Donc vraiment les entretiens
séparée au préalable, où je peux rencontrer la personne dans sa culture, dans ses croyances, essayer d'entrer dans son monde sans la bousculer, mais vraiment avec beaucoup de tact et de délicatesse, parce que ça vraiment j'insiste, c'est important, pour ensuite savoir comment je vais manœuvrer et comment je vais agir en tant que médiateur dans la médiation. J'ai même plus envie de parler de médiation culturelle à proprement parler, parce que de ce que je comprends, de ce que tu me dis, toute médiation est interculturelle en fait. Oui. Mais globalement, la médiation interculturelle peut être utilisée comme un instrument de paix. Est-ce que c'est quelque chose en quoi tu crois ? Est-ce qu'il y a un espoir pour demain que les gens se parlent avec cette fibre plus de médiation ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut infuser au point d'établir une paix au niveau plus global ? Ou c'est complètement la utopique ? médiation, en général, pour moi, c'est pas une utopie, parce qu'un citoyen qui est pacifié deviendra un citoyen qui est pacifiant. D'accord ? Et je ne suis pas là pour dire non, il ne faut pas qu'il y ait de conflits, parce que les conflits, on le sait très bien, ça peut être positif si on sait construire. Mais c'est juste, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est le libre arbitre. On est un être libre que si on a la capacité de choisir. Si je suis éduquée et si je ne sais qu'une chose qui est de répondre ou d'agir avec la violence, je n'ai pas la liberté de choisir une autre voie. Donc, si j'ai la liberté, si j'apprends, si je suis éveillée, je serai libre de choisir parfois la voie de la non-violence, parfois une autre voie qui peut-être sera aussi utile, je ne sais pas. Tu vois, c'est ça ce qui est important. Et pour revenir sur l'aspect interculturel, comme je te disais, tu vas avoir, et c'est pour moi encore une fois tout est interculturel, tu vas avoir peut-être un homme ou une femme qui ne vont pas avoir la même manière d'exprimer une émotion. J'avais un dossier de médiation, juste un exemple si tu veux, où en fait monsieur et madame s'aimaient, et monsieur et madame ne voulaient pas divorcer, mais ils n'arrivaient plus à communiquer, mais plus du tout. Et monsieur en fait était malade et il suivait un traitement. Et donc, comme il était sous traitement, etc., il avait beaucoup de colère en fait en lui. Et donc, il agressait énormément madame dans ses propos, dans sa manière de parler. Et madame, donc en retour aussi, l'agressait. Et ça faisait vraiment comme un match de ping-pong. Madame trouvait même qu'il était ingrat parce qu'elle l'accompagnait, elle l'aidait. Et lui, en fait, c'est quelqu'un qui montrait en fait l'émotion. Et donc quand je les ai reçus, je les ai d'abord reçus séparément. Et j'ai bien vu quand j'ai reçu monsieur qu'il n'est pas venu seul, il est venu avec sa colère. Et sa colère était énorme. Et si tu veux, l'émotion, elle va le cacher. Et donc ici, l'objectif, c'est que moi, je ne peux pas dire à monsieur, vous êtes en colère. Parce que je vois bien que culturellement, chez lui, dans sa conception, si je vais lui dire, vous êtes en colère ou vous avez peur, ben en fait, lui, il refoule ça. Donc il ne va pas montrer, je ne vais pas lui dire, vous avez peur. Donc il va refouler. Et je voyais bien qu'en fait, c'était une personne qui avait peur, mais dans sa culture, peut-être parce qu'il a été éduqué dans une société patriarcale où un homme ne doit pas montrer ses émotions, où un homme ne doit pas montrer qu'il a peur. Et du coup, à chaque fois qu'il avait une émotion de peur, comme en fait il va la refouler, il va montrer un visage colère. Et plus il était en colère, plus la femme trouvait que c'était agressif, plus elle lui répondait. Et donc ici, c'est là où je te dis au niveau culturel, je ne vais pas lui dire vous avez peur. Donc je lui dis, la maladie, cette maladie, c'est quelque chose qui est inquiétant. Vous voyez, j'ai décentré. Et là, il a commencé à parler et on a déroulé ensemble. Et quand on a déroulé pour essayer de comprendre ce qui se passe, c'est un homme qui avait 40 ans et qui me disait, en fait, quand il était jeune, il avait une étiquette et c'était vraiment l'étiquette de Superman. Il a grandi dans un environnement familial où son père, sa mère, lui ont appris qu'un homme n'a peur de rien. Un homme, c'est Superman. Et donc, il avait cette croyance limitante, en fait, qui le bloquait. Et donc, à chaque fois qu'il avait peur, comme c'est une émotion qu'il ne peut pas reconnaître et qu'il ne va pas accepter de reconnaître parce qu'il a la croyance qu'un homme doit être fort, il l'a refoulé et du coup, il montre un visage colère. Okay. Et donc ça peut être très culturel. Ouais, je vois. Au niveau des émotions. Parce que les émotions sont vraiment universelles. Mais la manière d'exprimer l'émotion va être culturelle. Ça va être vraiment différent. C'est fou. Et comment ça se passe justement une médiation avec Johanna là ? C'est quoi tes outils ? C'est quoi tes trucs ? Quand je rentre dans une médiation, j'essaie de ne pas avoir trop d'informations sur le dossier. Ça, c'est vraiment important pour moi parce que je veux éviter d'avoir des préjugés. Ensuite, il est important déjà que je me prépare. C'est-à-dire toujours bien dormir la veille, ça c'est vraiment important pour avoir toutes mes capacités, c'est important. Bien faire des exercices de respiration, bien m'oxygéner avant de rentrer. Venir
aussi avant. Bien, moi j'arrive toujours au moins une demi-heure avant, préparer la salle de médiation, vérifier que la salle va être aussi agréable, ça c'est important. Et ça c'est culturel. Si je vais faire une médiation en France, c'est pas pareil par exemple qu'au Liban. C'est-à-dire nous on a toujours quelque chose, bon on a de l'eau, on a les papiers, les crayons, parfois on a quelque chose à manger si ça va durer longtemps. Donc ça c'est très culturel. Ensuite, moi j'aime bien faire les pré-médiations, c'est-à-dire j'aime bien rencontrer toujours les parties seules avant si je peux. Parfois, je n'ai pas la possibilité de faire ça, mais pour bien rentrer dans leur monde, bien les comprendre. Et ensuite, c'est vraiment, j'ai pas une obligation, on va dire, de résultat, mais c'est une obligation de donner le meilleur de moi-même. On est vraiment des humains entre nous, et c'est vraiment essayer de me décentrer par rapport à mes croyances, par rapport à mes problèmes, pour être vraiment ici et là, présente à l'instant, au moment même, pour entendre les parties dans ce qui se passe pour elles. Ma manière, en tout cas, de travailler en tant que médiateur, c'est bien sûr d'accompagner et de guider et d'entendre vraiment les émotions. Parce que si tu ne vois pas les personnes, tu ne vois que les émotions, tu ne peux pas parler à l'humain. Tu sais, moi j'aime bien toujours dire, citer en tout cas, la citation d'Éric Berne qui dit que dans chaque crapaud sommeille un prince. Et donc, le crapaud, ça va être l'émotion, tu vois. Et donc, si tu es face à des parties qui sont vraiment sur le registre émotionnel, bah, c'est pas le prince ou la princesse qui parle, d'accord ? C'est le crapaud. Et le crapaud, ce n'est pas un registre qui est cartésien, qui est raisonnable. Donc pour pouvoir rentrer et parler avec les personnes au niveau des besoins, parce que c'est là vraiment où la communication va se faire, eh bien il faut d'abord que je décentre les personnes et que je les écoute avec cette écoute active et empathique au niveau de leurs émotions. Ça c'est important pour pouvoir regarder le prince et la princesse et commencer à creuser et à entendre les besoins, les valeurs, les croyances des parties. On a beaucoup parlé de médiation. Maintenant, j'ai envie de voir. De voir, d'accord. Et je sais que tu es très douée pour modéliser, on va dire, tout ce qui est relation et tout ce qui est conflit. Ouais. Et j'aimerais te donner un petit cas d'étude, si tu es d'accord. D'accord. Je prends un cas d'étude avec Alizée et moi, okay. Sachant que, petit disclaimer, Alizée et moi ne nous disputons jamais. Non, c'est pas vrai. Mais se disputer, c'est ça aussi. C'est très simple. C'est la manière de résoudre la dispute qui est plus importante. Mais on résout tout. On communique énormément. Mais on va prendre quand même un cas, hypothétique totalement. Imaginons par exemple qu'avec Alizée, donc mon associée, on a une opportunité de partenariat hyper visible pour Azimut. Elle veut accepter rapidement. Moi, en revanche, je crains que ça dilue un peu notre image et notre ligne. D'ailleurs, dans l'exemple, ce serait plutôt l'inverse. Moi, j'ai envie d'y aller et peut-être Alizée a envie que ça dilue moins notre image et notre ligne. La tension monte, on a un peu plus de mal à se parler, on commence à s'attribuer des intentions. Toi, tu arrives, comment tu prends la chose ? Comment est-ce que tu nous abordes ? Alors déjà, si vous avez du mal à vous parler, c'est parce que, voilà, si tu permets, je vais prendre ça. C'est peut-être que déjà, la relation, je vais la visualiser si tu veux avec ça. Merci. Et donc la relation, justement, c'est comme un canal de communication. Si dans le canal de communication, vous allez avoir des tensions, c'est peut-être que vous allez mettre des messages, voilà, c'est pas très élégant, mais des messages qui sont peut-être un peu toxiques, d'accord ? Donc voilà, c'est vraiment, vous n'arrivez pas à vous entendre, vous communiquer, donc on met des messages qui sont un peu toxiques. Donc ici, on va créer quoi déjà ? Dans le canal de communication, on va créer des nœuds. Aujourd'hui, si toi, tu veux venir, donc ça c'est toi, c'est ton message, et tu veux faire passer le message dans la communication, dans le canal, qu'est-ce qui va se passer ? Ça marche pas. D'accord ? Ça marche pas parce qu'il y a des nœuds. Et donc pour moi déjà la médiation, c'est comment est-ce qu'on va dénouer, tu vois, les nœuds, pour permettre de renouer une communication qui va être saine, pour que le message puisse passer. Donc ici concrètement, Alizée et toi, peut-être que déjà il y a des émotions. Donc comme on avait dit, peut-être il y a ton émotion qui est là, j'ai l'émotion d'Alizée qui est là, c'est déjà de vous entendre dans l'émotion. Donc chez toi, j'entends peut-être qu'il y a peut-être je sais pas, un agacement peut-être. Je ne sais pas. Donc, je vais entendre l'émotion. Peut-être qu'il y a un agacement. Peut-être chez Alizée, il y a peut-être une inquiétude. Okay ? Derrière ces émotions, il va y avoir des besoins. Donc, moi, j'entends peut-être que pour toi, ton besoin, c'est d'aller peut-être rapidement. Ouais. Et donc, peut-être je soulèverai. Et peut-être que Alizée, son besoin, c'est peut-être de prendre plus son temps. Donc ici, on voit bien que le besoin d'aller vite et le besoin de prendre du temps, ce sont deux besoins qui sont magnifiques, mais qui, quelque part, bien sûr, sont différents. Donc deux besoins différents peuvent générer bien sûr un conflit. C'est pour ça que le conflit n'est pas négatif en fait en lui-même, parce que tout est conflit. Deux besoins différents, ça peut créer un conflit. L'important c'est que moi je vais entendre ton besoin, qui est vraiment de pouvoir aller vite, le besoin d'Alizée qui est de prendre un peu plus son temps. Je vais essayer de voir s'il y a des croyances qui sont peut-être attachées, peut-être que
Si je te pose la question, c'est quoi pour toi être efficace? Être efficace pour moi, c'est avoir des objectifs et les atteindre, ou en tout cas toujours s'en rapprocher par des petites actions, mais avancer quoi. D'accord, mais avancer. Et Ouais. avancer pour toi, c'est quoi? C'est quel rythme pour toi? Moi, il y a forcément une notion de rapidité. Moi, quand je me mets sur quelque chose, j'ai besoin que ça marche tout de suite, ou que quand je vois quelque chose qui marche pas, j'ai besoin que ce soit réglé rapidement. D'accord. Ouais. Donc, et tu l'as dit. Donc, ça veut dire que pour toi, cette notion que tu as d'efficacité, c'est d'aller vite, d'aller rapidement. Ouais. D'ailleurs, tu as fait le geste avec tes mains et avec tes pieds. Tu vois? Donc, c'est en fait, Moi, je c'est être en rythme, c'est te donner du mouvement. Ouais. Eh bien, j'irai après chez Alizée et je poserai la question à Alizée. C'est quoi pour toi être efficace? Et peut-être que Alizée me dira, bah, pour moi, c'est prendre mon temps, y aller doucement. C'est-à-dire que sa conception ou sa croyance du rythme est peut-être différente de ta conception aussi du rythme. Et c'est là, en fait, on va voir que toi, c'est pas contre Alizée, c'est pas contre toi, c'est juste que vous avez des rythmes qui sont différents. Et comment faire avec? Être complémentaire. Et c'est pour ça que ça va être intéressant en médiation. C'est qu'on comprend que finalement, mais c'est pas contre moi, c'est juste que l'autre, il fonctionne différemment. Moi, j'aime bien dire, on est tous, faudrait peut-être pas que je dise ça, mais on a tous des programmes intérieurs qui sont différents. Un Mac, c'est pas pareil qu'un Lenovo. Donc, c'est comprendre comment on fonctionne, comment chacun fonctionne, et comprendre comment l'autre va fonctionner pour pouvoir lui parler. Parce que ce qui est important dans la vie, et il le dit Darwin, l'espèce qui va survivre, finalement, c'est celle qui va s'adapter. Et donc aujourd'hui, pour moi, la médiation, quand je dis que c'est un outil de pacification, mais c'est surtout un outil de développement en fait, d'intelligence émotionnelle, Ouais. qui va nous permettre de nous adapter. Mais nous adapter à l'autre, c'est d'abord aussi se rencontrer dans qui on est nous. Voilà. C'est important. Comment pacifier l'autre si je ne suis pas pacifiée avec moi-même? C'est impossible, parce qu'il y aura trop d'interférences. Donc la connaissance d'abord de soi, me connaître, me comprendre. C'est quoi mes émotions, mes besoins? C'est quoi mes identités culturelles? C'est quoi mes croyances? C'est quoi mes blocages? D'accord? C'est quoi mes drivers? Quand je comprends ça, et mes blessures archaïques également parfois, pour éviter de tout mettre dans ma relation avec l'autre. Parce que, encore une fois, ça va créer des parasitages. Une fois que je comprends ce qui se passe, je dois comprendre qu'est-ce qui me déclenche. Si moi j'ai une blessure d'abandon et je suis en médiation, et il y a une partie qui parle d'abandon et ça me déclenche, je ne serai plus dans mon impartialité en tant que médiateur. Parce que je deviendrai partie à la médiation. Ouais. Et je ferai une alliance inconsciente avec l'autre sans même me rendre compte. Donc comment comprendre ce qui se passe chez moi? Comment entre guillemets, ne pas mettre de moi dans la médiation? Ouais. Comment en fait me réparer? Ça ce qui est important, pour pouvoir être dans mon rôle d'impartialité et pouvoir aller également vers l'autre. Ouais. Sachant qu'il faut être aussi très doux avec le fait qu'on peut se réparer dans le process et pas attendre d'être complètement Mais bien sûr, réparé avant de se lancer. mais oui, et c'est pour ça quand tu me disais les médiations, pourquoi elles touchent? Parce que surtout quand tu fais des médiations, moi je fais des médiations par exemple avec des couples mixtes, Ouais. avec rétention d'enfants, enlèvement d'enfants par exemple. Oui. Et il y a des dossiers qui peuvent être très difficiles et qui sont très culturels ou interculturels si tu veux, quand tu as des personnes qui sont parfois qui ont des langues maternelles qui sont différentes, qui ont peut-être des religions qui sont différentes, qui ont des cultures différentes, des pays, nationalités qui sont différentes. Donc il faut y aller vraiment tout doucement, tu vois, c'est important. Et pourtant, c'était un couple qui s'aimait. Ouais. Mais la médiation devient parfois aussi un champ de bataille, parce que tout ce que j'aimais chez l'autre, la culture que j'aimais chez l'autre, va devenir ce que je déteste le plus. Et parfois, j'entends des gens qui me disent, bah voilà, moi j'aimais mon mari, j'aimais les Libanais, j'aimais la culture libanaise, maintenant je déteste tout. Donc ils vont généraliser. Mais en fait, c'est pour ça qu'il faut y aller progressivement et entendre ce qui se passe chez les personnes à ce niveau-là aussi. Merci Johanna, tout ça a été passionnant. On a une petite question signature pour toi, qu'il faut répondre face cam si possible. Quel conseil tu donnerais à la Johanna qui débute face au conflit? Je lui dirais déjà que le conflit, c'est pas quelque chose qui est dangereux. C'est juste qu'il y a différentes manières de concevoir les choses et de percevoir les choses, et que le conflit, c'est vraiment une opportunité d'abord de se rencontrer soi-même et de rencontrer l'autre dans ce qui est important également pour lui. Et c'est une opportunité de construire avec l'autre et d'aller encore plus loin avec l'autre. Voilà ce que je lui dirais. Très beau message, je prends aussi. Et peut-être juste une dernière petite question avant de partir. Si tu avais envie de, si t'as envie de voir quelqu'un sur le point de bascule, là, qui t'as envie de voir? Edgar Morin. Okay. Je rêverais de voir Edgar Morin sur le point de bascule.